Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la bêta-oxydation des acides gras. Les aliments ingérés, protéines, lipides, glucides, vont subir plusieurs étapes afin de fournir de l'énergie aux cellules. Donc nous avons vu dans la dernière vidéo que pour les glucides, la glycolyse permet de passer d'un glucose à un pyruvate qui va nous donner de l'acétyl-CoA. Et cet acétyl-CoA va passer dans le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire pour nous donner de l'énergie. Et aujourd'hui nous allons voir qu'avec les lipides, les acides gras vont être dégradés directement sous forme d'acétyl-CoA qui pourra à son tour passer dans le cycle de Krebs, la chaîne respiratoire, et nous donner de l'énergie. Donc dans le tissu adipeux, les acides gras sont mis en réserve sous forme de triglycérides. Donc un triglycéride, c'est quoi? C'est un glycérol estérifié sur ses trois fonctions alcool par trois acides gras. Et donc ces trois acides gras vont ensuite subir la bêta-oxydation pour nous donner de l'acétyl-CoA comme on vient juste de le voir. Donc avant de subir la bêta-oxydation, les acides gras doivent être activés sous forme d'acyl-CoA. Et donc cette activation nécessite de l'énergie sous forme d'ATP et fait intervenir un coenzyme qui est l'acyle-adénylate. L'enzyme donc, qui permet cette réaction est l'acyl-CoA synthétase. Et donc on l'a vu, on a besoin d'un ATP qui va nous donner de l'ADP plus de phosphate inorganique. Et donc lors de cette réaction, on dit que l'équivalent de 2 ATP en ADP ont été consommés. Donc voilà l'équation globale. De l'acide gras plus du CoA-SH plus de l'ATP nous donne de l'acyle-CoA plus de l'ADP et de phosphate inorganique. Donc maintenant, nous allons parler du transfert des acides gras du cytosol à la mitochondrie. Parce que nous ne l'avons pas vu dans cette vidéo, mais en effet, la biosynthèse des acides gras a lieu dans le cytosol des hépatocytes, donc des cellules du foie. Tandis que la bêta-oxydation des acides gras, donc leur dégradation, a lieu dans la mitochondrie. Ce qui signifie que les acides gras doivent donc passer du cytosol à la mitochondrie. Et pour ce faire, on a deux processus. Soit les acides gras sont à chaîne courte, c'est-à-dire des chaînes qui vont jusqu'à 10 carbones, et dans ce cas-là, ils pourront passer du cytosol à la mitochondrie directement, sans transporteur. Et le deuxième cas, c'est si les acides gras ont des chaînes qui vont de 12 carbones à plus de 12 carbones. Alors dans ce cas-là, ils devront utiliser un transporteur qui est la carnitine. Donc la carnitine, c'est un dérivé de la lysine, qui est un acide aminé, et qui est très présente dans les muscles. Donc la carnitine, elle est composée de quoi? Elle est composée d'une fonction carboxylique, qui est chargée négativement, d'une fonction alcool secondaire, et d'une fonction amine, substituée de 3 méthyl, chargée positivement. Donc maintenant, nous allons voir le processus de transfert. Donc dans un premier temps, le transfert des acides gras dans la mitochondrie fait intervenir une première enzyme qui s'appelle la carnitine acyltransférase 1. Petite parenthèse, cette enzyme est inhibée, donc inactivée par le malonyl-CoA. Le malonyl-CoA est le premier composé de la synthèse des acides gras, et donc cette inhibition permet tout simplement d'éviter à la dégradation des acides gras et à la synthèse des acides gras d'avoir lieu en même temps. Donc revenons-en à notre transfert. Donc ensuite, cette carnitine acyltransférase 1 va permettre de transférer l'acyl-CoA à la carnitine. On va avoir donc de l'acylcarnitine qui va ensuite être soumis à l'action d'une translocase pour passer la membrane mitochondriale interne. Donc cette translocase est la carnitine acyltranslocase et va permettre de faire passer l'acylcarnitine dans la matrice mitochondriale. Donc une fois l'acylcarnitine dans la matrice mitochondriale, il va pouvoir être retransformé en acyl-CoA par une troisième enzyme qui est la carnitine acyltransférase 2 qui va permettre de dégager la carnitine et de reformer de l'acyl-CoA. De l'acyl-CoA, on l'a vu, qui est la forme activée de l'acide gras pour la bêta-oxydation. Donc maintenant, nous allons nous intéresser aux réactions de la bêta-oxydation. Donc cette oxydation implique un clivage successif de plusieurs étapes qui vont aboutir à la libération d'unités d'acétyl-CoA. Donc la bêta-oxydation va avoir lieu sur plusieurs cycles de 4 étapes. Et ces 4 étapes, vous les voyez, c'est tout d'abord une première oxydation, suivie d'une hydratation, suivie d'une deuxième oxydation, puis pour terminer une thiolyse. Donc cette première étape, qui est la première oxydation, va permettre d'oxyder l'acyl-CoA en delta-2-énoyl-CoA. Donc l'enzyme qui catalyse cette réaction est l'acyl-CoA déshydrogénase qui a pour coenzyme
le FAD qui sera réduit en FADH2. Ensuite, la deuxième réaction est le passage du delta-2-énoyl-CoA en 3-hydroxyacyle-CoA. L'enzyme qui catalyse cette réaction est la delta-2-énoyl-CoA hydratase, puisque on va ajouter une molécule d'eau. Donc ça correspond bien à la deuxième phase d'hydratation. Donc ensuite, la troisième réaction, et avant-dernière, est une deuxième oxydation qui va nous permettre de passer du 3-hydroxyacyle-CoA en 3-cétoacyle-CoA. Cette réaction est catalysée par une enzyme qui est la 3-hydroxyacyle-CoA déshydrogénase, qui a pour coenzyme le NAD+, qui sera réduit en NADH. Enfin, la dernière réaction est une réaction de thiolyse qui consiste en une coupure avec un détachement d'un fragment dicarboné sous forme d'acétyl-CoA, tandis que l'acyle-CoA, lui, sera amputé de 2 carbones. Donc cette réaction est catalysée par une thiolase qui va nous permettre de passer du 3-cétoacyle-CoA à de l'acyle-CoA plus de l'acétyl-CoA. Donc un cycle correspond aux 4 réactions que nous venons de voir, et il permet donc de retirer 2 carbones à notre acide gras de départ par la libération d'acétyl-CoA. Donc la bêta-oxydation peut être représentée par une hélice qui s'appelle l'hélice de Linen, dans laquelle un tour de spire, hop, correspond à un cycle. Si on prend l'exemple du palméthyl-CoA qui a 16 carbones, eh bien au départ il va avoir 16 carbones, puis il y aura un premier cycle où il va perdre 2 carbones, deuxième cycle, troisième cycle, jusqu'au dernier cycle où il va libérer 2 acétyl-CoA. Donc il pourra faire que 7 tours de spire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il va libérer 8 acétyl-CoA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puisque on l'a vu que 1 acétyl-CoA c'était 2 carbones. Et le palméthyl-CoA a 16 carbones. Donc il pourra former 8 acétyl-CoA. 7 divisé par 2, ça fait 8. Et le nombre de tours de spire, on fait le nombre d'acétyl-CoA moins 1. Ça fera 7 tours de spire. Pourquoi c'est important de savoir ça, le nombre de tours de spire et le nombre d'acétyl-CoA, puisque avec ça, on pourra déterminer le bilan énergétique en fait, de notre acide gras. Et c'est ça en fait l'intérêt dans les exercices que vous allez avoir. Donc l'équation globale de notre palméthyl-CoA, ça sera, donc il a 16 carbones. Au départ, on a du palméthyl-CoA plus 7 FAD+, 7 FAD+, tac, plus 7 NAD+, qui va nous donner du coup 8 acétyl-CoA, 16 divisé par 2, 8, plus 7 FADH2, FADH2, on a 7 tours, donc on en aura 7, et 7 NADH, puisqu'on a 7 NAD+, donc lors de la troisième réaction, on a du NAD+, et du NADH, on le fait 7 fois, donc on aura 7 NADH. Donc maintenant qu'on a fini avec tout ce qui est bêta-oxydation, réaction, transfert, activation, etc., nous allons nous intéresser au bilan énergétique, puisque l'objectif final de la bêta-oxydation, c'est de produire de l'acétyl-CoA sous forme d'ATP. Donc, on le rappelle, à chaque tour de la bêta-oxydation, à chaque cycle, on a la production de 1 FADH2, 1 NADH et 1 acétyl-CoA. Le FADH2 et le NADH seront utilisés lors de la chaîne respiratoire pour produire de l'ATP, et l'acétyl-CoA lors du cycle de Krebs pour produire de l'ATP. Maintenant, quelques valeurs à connaître, on a un acétyl-CoA qui correspond à 10 ATP, un FADH2 1,5 ATP et un NADH 2,5 ATP. Donc là, les apprendre comme ça vous paraît un peu bête, mais c'est important puisqu'on n'a pas encore vu le cours sur la chaîne respiratoire et les oxydations phosphorylantes. Et vous verrez que lors de cette vidéo, ça va être magique, vous allez comprendre d'où sortent ces valeurs, puisque vous allez les voir beaucoup plus d'une fois, et c'est vraiment intéressant et trop stylé. Donc, on prend l'exemple du palmitate. Donc là, le palmitate, il a 18 carbones, puisque il n'est pas activé. Il n'est pas sous forme palméthyl-CoA comme juste avant. Donc, l'activation, elle va coûter 2 ATP, comme on l'a vu au tout début de la vidéo. Et le bilan, donc on va avoir 8 acétyl-CoA, parce que 16 divisé par 2, 8, 7 FADH2 et 7 NADH. 8 fois 10 plus 7 fois 1,5 plus 7 fois 2,5, j'ai repris les valeurs qui étaient là, ça nous donne 108. On n'oublie pas de faire moins 2, ça nous donne 106 ATP. Ou sinon, vous pouvez retenir cette formule qui est N, le nombre de carbone de l'acide gras, divisé par 2 moins 1 fois 14 plus 10 moins 2. Et donc si vous vous demandez d'où sort le 14 et le 10, eh bien, on le verra plus tard, mais le 10, c'est 10 ATP, donc bien sûr, qui sortent du cycle de Krebs, puisque à chaque cycle de Krebs, on a 3 NADH, 1 FADH2 et un GTP,
Si on reprend les valeurs qui sont là, ça nous donne 10 ATP. Et le 14, il sort de la bêta-oxydation, puisque on l'a vu, on produit ça, un FADH, un ADH, un acide-CoA. On reprend les valeurs, tac 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 tac, et au-dessous ça nous donne 14 ATP.